parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Bonjour. deuxième webinaire de l'année. On va attendre juste 30 petites secondes avant de démarrer puisqu'il y en a encore qui arrivent. On a eu un très fort succès sur ce webinaire avec un sujet qui vous préoccupe, qui préoccupe pas mal les organisations, la gestion des ressources. Donc on va passer une trentaine de minutes ensemble pour parler un petit peu de pilotage de ressources et vous donner un petit peu quelques clés, quelques leviers pour comment construire un dispositif de pilotage efficient et pragmatique de gestion de ressources. Je suis accompagné de Benjamin Ellenbogen, donc associé du cabinet Isis Consulting. Bonjour à je vais laisser tous. la parole dans quelques instants et qui vous présentera un petit peu qui il est. Peut-être en introduction et pour faire patienter ceux qui sont présents, juste rappeler les règles habituelles en fait, des webinaires. Vos micros, je le rappelle, sont off. Vous avez dû vous en rendre compte. Vous pouvez bien sûr utiliser l'onglet chat ou l'onglet questions et on vous suggère de poser vos questions au travers de cet onglet questions, évidemment, puisqu'on se réserve à la fin du webinaire une petite dizaine de minutes pour essayer de traiter un maximum de questions qui seront posées au travers de cet onglet. Évidemment, la présentation vous sera envoyée sur demande à l'issue du webinaire et le replay sera bien sûr disponible au travers de la plateforme Livestorm. Et juste pour animer un petit peu ce webinaire, on ponctuera également quelques chapitres, quelques items de notre webinaire par des sondages auxquels on vous demandera évidemment de répondre au travers de l'onglet sondage. Bon, assez classique, assez traditionnel. Avant de laisser la parole à Benjamin, juste vous présenter un petit peu les sujets qui seront abordés aujourd'hui. Donc, au-delà de vous présenter qui on est et notre légitimité pour parler de pilotage de ressources, c'est un bref rappel des enjeux, des concepts et des principes de gestion de ressources. Vous présenter un petit peu comment c'est abordé, aussi bien pour les directions informatiques, les directions R&D et certaines directions métiers. Ces principes sont évidemment le plus générique possible. Il y a évidemment des spécificités qui vont s'adapter en fonction des métiers. On illustrera très rapidement au travers d'une plateforme de pilotage comment ça peut se mettre en musique, ce principe de gestion des ressources et ces différentes granularités de gestion. Et puis derrière ça, on regardera les bonnes pratiques et les sujets de vigilance, entre guillemets, qui seront remontés par notre partenaire Benjamin sur ces sujets-là, qui a à son actif près d'une centaine d'implémentations de dispositifs de pilotage, dont d'ailleurs la gestion des ressources est souvent une des préoccupations principales. Première partie, qui sommes-nous? Benjamin, je te laisse peut-être te présenter et présenter ton cabinet rapidement. Merci. Donc, bonjour à tous, merci Laurent. Je suis ravi d'animer cette session aujourd'hui pour vous partager un petit peu nos retours d'expérience, pour vous présenter rapidement le cabinet. Donc, Isis, c'est un cabinet d'une quarantaine de consultants aujourd'hui. On a environ 100-150 références grands comptes et on est un cabinet expert sur deux domaines d'activité. Le premier qui est le pilotage des organisations, dont on va parler directement aujourd'hui, et puis une autre dominante de notre activité qui est sur l'innovation en santé et sociale, dont je ne parlerai pas précisément aujourd'hui. À titre personnel, moi j'interviens depuis une grosse vingtaine d'années maintenant sur des problématiques de pilotage de grands groupes, de grosses entreprises, et en particulier sur les aspects gouvernance de ces structures-là, gouvernance dans des grandes DSI, dans des entités de type R&D, au sein des directions générales et en transverse avec les directions métiers. Et effectivement, le sujet de la gestion des ressources, c'est quelque chose qui est assez omniprésent dans les organisations en termes de problématiques. Donc, je vais essayer aujourd'hui vous partager quelques éléments de réflexion par rapport à ça. Juste si on fait un zoom rapide sur le pilotage des organisations, on a trois typologies, nous, d'interventions. Des interventions de type conseil, où on va construire des visions de type schéma directeur SI si on parle d'une DSI. On va travailler sur deux dimensions qui sont essentielles et sur lesquelles je reviendrai largement aujourd'hui, que sont les modèles de pilotage et les modèles culturels. Pour qu'une entreprise puisse être pilotée correctement, il faut travailler sur ce qui constitue le pilotage d'une organisation. Et pour que ça fonctionne, il faut également s'interroger sur la culture de l'entreprise. Et donc, nous, on a mis en place des modèles qui permettent de corréler ce que souhaite faire une organisation en termes de pilotage et la capacité de son organisation d'un point de vue culturel
à accepter ce qu'on souhaite mettre en termes de cibles de pilotage. On accompagne également des clients sur des aides au choix d'outils, de dispositifs de collaboration qui leur permettent non seulement de piloter, mais également de collaborer autour des outils digitaux notamment. On a un second métier d'intégrateur qu'on qualifie sous le terme de solution, où on a des expertises sur un certain nombre de plateformes du marché, dont la plateforme Triskel avec laquelle on est partenaire et que représente Laurent aujourd'hui ici présent. Et on a un troisième métier qui est plus dans l'animation des dispositifs qu'on construit pour nos clients, pour à la fois travailler sur les rituels de l'entreprise, des PI planning, des release planning day, mais également pour proposer des ressources de type PMO ou PMO d'entreprise qui permettent d'animer, de faire vivre ces dispositifs de pilotage. Laurent, je te laisse la main. Merci Benjamin. Juste peut-être pour compléter un petit peu qui sont vos hôtes aujourd'hui. Donc moi je suis Laurent Defer, je suis associé Triskel, je travaille sur ces problématiques de pilotage depuis une vingtaine d'années et depuis 10 ans sur l'aventure Triskel, qui est un outil de pilotage et de gouvernance des organisations qui industrialise notamment ces processus de gestion de ressources chez un grand nombre de clients. Triskel, notre marché à nous, il est très simple. Hein, il se résume en fait sur le triptyque que vous avez à gauche sur la présentation. Notre métier à nous, c'est d'aider nos clients à aligner stratégie, capacité, exécution. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment l'axe capacitaire. Et on voit que cet axe capacitaire, en fait, il fait un lien en fait entre la stratégie et l'exécution. Et c'est aussi ça que c'est important de bien identifier. C'est de bien différencier entre guillemets les niveaux de pilotage qu'on souhaite adresser en fait avec ces problématiques de gestion de ressources. Le marché de Triskel, c'est le marché qui englobe en fait à la fois la gestion des projets, des portefeuilles de projets, mais aussi et surtout le pilotage stratégique des organisations, c'est le marché du SEM. On est véritablement la seule solution et la première solution qui permet en fait d'adresser toute la chaîne de valeur, qui va du pilotage stratégique jusqu'à la gestion opérationnelle, l'exécution et la gestion des portefeuilles, qu'on soit au niveau d'une direction informatique, d'une direction R&D ou des directions métiers. On est véritablement une plateforme qui va permettre de faire mieux travailler les acteurs entre eux et mieux faire collaborer les directions informatiques, les directions métiers et les directions générales. Et notre légitimité aujourd'hui sur le marché, c'est une centaine de clients qui, pour la plupart, en fait, ont tous déployé Triskel pour des problématiques de pilotage capacitaire, que ce soit du pilotage capacitaire sur un axe kilo-euro, mais aussi sur un axe jour-homme, et intégrer à la fois du pilotage de la gestion de ressources sur du court terme, moyen terme, long terme, avec des logiques de staffing en day-to-day. Voilà. Donc, Triskel, aujourd'hui, c'est ces 100 clients qui utilisent périodiquement nos solutions. Voilà pour présentation de qui sont les acteurs aujourd'hui sur ce webinaire. Deuxième partie, je vais laisser la parole à Benjamin pour positionner un petit peu le sujet de gestion des ressources, expliquer les enjeux, les concepts et les grands principes. Benjamin, je te laisse. Merci Laurent. Donc effectivement, ce que je souhaite aborder maintenant, c'est partager avec vous un certain nombre de concepts et de principes qu'on retrouve autour de la gestion des ressources, sachant qu'effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont portés par cette problématique de gestion des ressources dans les organisations. Il y a une famille d'enjeux déjà qui se situe autour du pilotage des activités, dans lesquelles effectivement une organisation doit être en capacité de s'assurer qu'elle répond correctement aux engagements clés qu'elle a pris vis-à-vis de ses métiers, vis-à-vis de ses clients. Et donc sécuriser quelque part le delivery des activités stratégiques qu'elle a à gérer. Au même titre qu'elle doit maintenir des niveaux de service, des SLA sur ses opérations pour ses métiers. Donc ça, effectivement, la gestion des ressources, elle est critique par rapport à ça parce qu'on sait que c'est une variable importante qui rentre en compte dans l'équation qui permet à un moment donné de délivrer en temps et en heure des engagements qu'on a pris. Donc la gestion des ressources est omniprésente dans le sujet de qu'est-ce qu'on est en capacité de livrer sur ces engagements clés. Un deuxième enjeu qu'on retrouve très régulièrement, c'est de permettre une mobilisation efficiente des équipes, c'est-à-dire s'assurer que sur certaines compétences qu'on peut qualifier de pointues ou de rares, on soit en capacité de les mettre à disposition au bon moment pour le delivery qui est attendu, pour les roadmaps qui sont planifiés. Il y a un enjeu également quand on parle de mobilisation efficiente des équipes, qui est un enjeu, je dirais, de trouver le juste niveau de charge pour les collaborateurs, qui les maintiennent à la fois sous tension, sans les mettre en débord évidemment et en évitant toutes les conséquences que ça peut avoir.
La mobilisation des équipes, elle fait ressortir également deux enjeux qu'on retrouve, qui est ce qu'on appelle le matching de compétences et d'appétences avec des besoins exprimés. C'est-à-dire qu'on a des activités à réaliser, des projets à faire, des demandes métiers qui sont émises. Il faut qu'on soit capable de mobiliser les personnes qui ont les bonnes compétences et, si possible, qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'on parle de compétences et d'appétences. Et il y a une variable qui est une conséquence de ces analyses de ressources qu'on peut faire derrière, qui est le sourcing externe. Quand on n'est pas en capacité de mobiliser des équipes internes sur des sujets, il y a une variable d'ajustement parfois qui peut être mise à disposition, qui est le sourcing externe. Il y a un troisième enjeu qui est d'anticiper les besoins. Donc là, on parle plutôt d'être en capacité d'adapter les roadmaps produits, les roadmaps projets, et globalement d'être en capacité de doter l'organisation d'un outil de dialogue qui va permettre de nourrir les échanges avec les métiers, avec les clients, par rapport aux demandes qu'ils émettent et que l'organisation doit prendre en charge derrière. Et il y a un dernier enjeu qu'on retrouve sur le pilotage d'activité aussi autour de la gestion des ressources, qui est l'amélioration continue des prévisions. On a des gens qui font des prévisions, qui font des plans de charge. On va y revenir largement aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a une question qui se pose de savoir est-ce que les prévisions que j'avais faites sont toujours bonnes, est-ce qu'elles étaient plutôt bonnes ou plutôt mauvaises. Et donc, il y a une question qui se pose en termes d'analyse par rapport à la mesure qu'on peut faire des prévisions de charge, notamment via des outils de saisie des temps. Il y a un deuxième volet qui est très important, qui est un volet plus RH, mais qui concerne également le sujet de la gestion des ressources, qui consiste à détecter et développer les compétences pour fidéliser les collaborateurs. On a depuis le Covid des taux de turnover qui sont relativement importants dans une majorité d'entreprises. Et donc, il y a un vrai enjeu de rétention des talents. Et cette rétention des talents, elle passe notamment par le développement des compétences. À ce titre-là, la gestion des ressources est support de ces enjeux majeurs qui sont à traiter pour les RH. Il y a un deuxième enjeu fort côté RH qui est l'anticipation des compétences de demain. Effectivement, il faut pouvoir recruter des talents sur des compétences qu'on n'a pas forcément à date, qu'on va souhaiter développer. Il faut mettre en place des plans de formation, des plans de développement de compétences, etc. Donc, tout ce sujet de la gestion des ressources est omniprésent sur ces aspects-là. Une fois qu'on a posé ces enjeux, le focus qu'on va avoir, nous, aujourd'hui, il va se cantonner au pilotage d'activité. Donc, on parle de prévision, puisqu'on est dans le futur. Donc, prévision des ressources et analyse capacitaire. Et comme l'a précisé rapidement Laurent en introduction, on n'a pas la prétention d'adresser ces enjeux-là de manière globale en tout secteur d'activité confondu. Il y a bien entendu des modalités de travail, des métiers, des entreprises dans lesquelles la prédictibilité qu'on a au niveau des ressources est relativement simple. En tout cas, on est en capacité de la faire. Je pense notamment à l'industrie, la construction. Là, notre focus, il va plus être dans des entités qui traitent de l'immatériel, qui traitent des services. Donc, on peut penser aux entités de type R&D, des DSI, des directions de systèmes d'information, des directions métiers également, qui ont des problématiques de gestion de leurs ressources. Alors, le pilotage des ressources et les analyses capacitaires, de quoi parle-t-on réellement? Donc, effectivement, c'est un processus qui permet aux organisations de planifier, de gérer et de réallouer et de mesurer le travail auprès des collaborateurs et auprès des équipes. L'objectif, c'est l'efficience dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'affecter de manière efficiente les moyens humains dont dispose l'entreprise. C'est pas une notion qui est forcément partagée par tous et perçue par tous de la même manière, et on y retrouve beaucoup de termes qui sont utilisés autour de cette gestion des ressources. On parle de plan de charge d'équipe, de plan de charge projet, d'analyse de capacité à faire, d'analyse capacitaire, de plan de ressources, de capacity planning, d'allocation de ressources, etc., etc. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter juste après, là, c'est d'essayer de décrypter un petit peu ce qu'on met derrière les différents termes et de pouvoir partager, je dirais, un cadre commun de ce qu'est la gestion des ressources et de quels enjeux sont adressés selon les typologies d'acteurs et selon notamment les temporalités et les granularités qu'on exprime autour du pilotage des ressources. Hop. Alors, un petit mot sur la gestion capacitaire des ressources. Donc, la gestion capacitaire des ressources, elle permet en fait d'analyser l'adéquation entre les besoins d'une organisation, ce qu'on va retrouver sur la partie droite là, de la balance. C'est grosso modo les travaux qu'elle doit accomplir, que ce soit lié à des demandes qui sont émises par les clients ou par les métiers, par rapport à des projets qui sont en cours de réalisation ou qui sont à lancer, par rapport à des activités de fonctionnement de type run dans l'IT ou de business as usual dans les métiers, ou que ce soit des besoins exprimés sur le développement de nouveaux produits ou sur les évolutions de produits ou le maintien en condition opérationnelle de produits existants. Donc, il y a des besoins que reçoit une organisation.
De l'autre côté, on va comparer ces besoins-là avec les moyens humains dont dispose l'organisation, des moyens internes, des moyens externes également, et puis les capacités de financement qu'elle a pour aller se sourcer, aller chercher de la prestation extérieure si c'est nécessaire. Donc l'analyse capacitaire, c'est bien cette analyse qui consiste à mettre en perspective les moyens de l'organisation avec les besoins qu'elle a à traiter derrière. Et après, selon les acteurs et selon les natures d'analyse qu'on fera à ce niveau-là, on va pouvoir travailler sur des leviers, soit sur le capacitaire, soit sur les moyens humains, se redimensionner. Alors, si on est en capacité fixe, c'est pas forcément opportun, mais si on est en capacité adaptable et variable, peut-être aller se sourcer, réaffecter des ressources dans certaines équipes, et ou avoir des leviers plus sur le portefeuille, c'est-à-dire arbitrer, décaler des projets, restaffer les équipes sur les projets, etc., etc. Donc, c'est bien de ça dont on parle quand on parle d'analyse capacitaire. Néanmoins, le présenter comme ça, c'est un tout petit peu stéréotypé parce que en réalité, il y a plusieurs problématiques qui se posent derrière ces analyses capacitaires et qui ne se situent pas au même niveau pour l'ensemble des acteurs de l'organisation. On va retrouver dans les analyses capacitaires, dans les analyses de capacité à faire en particulier, un certain nombre de dimensions qu'il faut prendre en compte. Le premier élément qui est très important, c'est de dissocier correctement la temporalité dont on parle. On peut parler de plan de charge court terme, moyen terme et long terme. Sur le court terme, on s'intéresse à un plan de staffing, c'est-à-dire est-ce que mes collaborateurs, mes individus, les individus que je manage sont correctement affectés, ni trop peu, ni trop. Est-ce que les ressources critiques ou clés sont bien verrouillées? Et on est dans une logique, j'ai envie de dire, de gestion des actions, des priorités et des livrables qui sont à réaliser. Sur le moyen terme, on va plus s'interroger sur les goulots d'étranglement qui peuvent exister sur certains profils ou certaines compétences rares. On va s'interroger sur le verrouillage des ressources critiques, sur les plans de charge par équipe. Est-ce que globalement, les plans de charge des équipes tiennent la route sans rentrer dans une logique individuelle, mais est-ce qu'ils tiennent la route par rapport à ce qu'on est supposé délivrer? Pour donner un exemple de temporalité, court terme, on est sur quelques semaines, moyen terme, on est sur quelques mois, on pourrait dire de 2 à 6 mois, et sur le long terme, on est au-delà de ça, et là, on est plus dans une logique, je dirais, d'arbitrage, le fait de lancer des projets, de lancer des produits qui sont évidemment impactants pour les équipes sur du long terme. On est sur une problématique de dimensionnement global des équipes. Également, on est dans une projection qui permet de nourrir le dialogue avec les métiers sur la capacité qu'a l'organisation à traiter telle ou telle demande d'un métier, puisque là, on va s'intéresser à des analyses capacitaires relativement macro. Donc, l'idée, c'est de voir quel sujet on peut faire rentrer et quel sujet on ne peut pas faire rentrer, ou à quel moment on peut les faire rentrer. Donc, en gros, le long terme, ça va plus être l'outil de dialogue qui va être privilégié avec les métiers pour construire des roadmaps métiers et pour être en capacité de les adresser derrière. La deuxième dimension qui est très importante au-delà de la temporalité, c'est la granularité sur laquelle on va exprimer un plan de charge. Quand on est sur du court terme, on s'interroge effectivement sur le plan de charge individuel des personnes, des équipes, dans le détail. Est-ce que Pierre, dans mon équipe, est correctement staffé sur les 3 prochaines semaines? Est-ce que son niveau de charge est acceptable? Est-ce qu'il est en capacité de délivrer ce qui est attendu à son niveau? Quand on va être sur le moyen terme, on va plus s'interroger sur les profils et les compétences, notamment pour anticiper des problématiques, je dirais, de sourcing ou de disponibilité de compétences rares ou critiques. Et puis quand on est sur le long terme, là, on est beaucoup plus macro, évidemment. Plus on est loin dans le temps, moins on a de précision et c'est complètement naturel. Et on va se projeter sur des visions qui vont globalement nous donner les moyens à mobiliser au niveau de l'organisation au travers des équipes, des tribus, des squads, peu importe comment on les appelle, mais des équipes qui vont devoir réaliser les activités qu'on a réalisées. Autre dimension quand on parle de gestion des ressources qui est très importante, c'est les acteurs qui sont concernés par ces temporalités de plan de charge et le nombre d'acteurs qui sont impactés. Quand on s'interroge sur un plan de charge court terme, individuel, c'est principalement les équipes opérationnelles, les managers d'équipe, les chefs de projet qui vont être concernés. Et ça mobilise énormément d'acteurs de pouvoir mettre un plan de charge à jour parce qu'il y a beaucoup de synchronisation à faire. On doit se coordonner, en particulier quand on a des acteurs, des collaborateurs qui travaillent sur des projets de plus en plus transverses, qui sont mobilisés sur plusieurs sujets à la fois, qui ne sont pas directement en emprise directe des chefs de projet ou des managers parce qu'ils sont rattachés à d'autres équipes ou à d'autres projets également. Donc, il y a un nombre de personnes à synchroniser régulièrement qui est relativement important. Et c'est principalement ces équipes, les managers, les chefs de projet, qui sont en charge de s'assurer que les collaborateurs sont bien mobilisés dans les prochaines semaines, au bon moment et à disposition des chefs de projet pour réaliser le delivery qui est attendu. Sur le moyen terme,
On a un peu moins d'acteurs mobilisés parce que ces projections, elles viennent en général des chefs de projet. Ils peuvent le faire avec la vision qu'ils portent sur leur projet, indépendamment, je dirais, d'une sollicitation forte de leurs équipes pour y voir clair, même s'ils doivent le faire de temps en temps. Donc, on a moins d'acteurs qui sont impactés. Et sur ces problématiques de sourcing, de sécurisation des compétences rares ou des compétences clés ou de plans de charge qui pourraient être en débord sur certaines équipes, c'est plus une problématique du middle management dans les organisations, de la RH et puis des achats aussi pour la partie sourcing évidemment derrière. Sur le long terme, là, on a encore moins d'acteurs qui sont concernés. On s'inscrit plus dans les plans de construction de budget, par exemple, où on va mettre des grands éléments de dimensionnement des activités en jour homme. Et là, c'est plus le top management qui va être concerné, avec la direction générale, les RH, la finance, des profils de type EPMO, qui vont être mobilisés sur ces, je dirais, ces projections à long terme des plans de charge d'une organisation. Quand on regarde la fréquence également à laquelle ces plans de charge doivent être mis à jour, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes. Un plan de charge opérationnel court terme, si vous ne le mettez pas à jour une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il est vite rendu caduc par les aléas qu'on rencontre sur un portefeuille de projets ou sur un portefeuille de produits. Donc c'est quelque chose qui doit être revu très fréquemment. Sur le moyen terme, c'est quelque chose en général dont la fréquence de mise à jour est mensuelle, voire même trimestrielle des fois. Et sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qu'on demande au quotidien aux équipes, c'est souvent séquencé dans des plans de révision, de plans ou de rolling roadmap. Et c'est quelque chose qui se fait généralement à la maille du trimestre ou du quadrimestre. Donc on peut considérer que ça se fait 2, 3, 4 fois par an en général dans les grandes organisations. Une fois qu'on a posé toutes ces dimensions-là, il y a une question qui vient tout de suite, c'est quel effort une organisation doit fournir pour produire ces informations de pilotage sur les plans de charge. Et par le simple fait qu'on ait énormément de monde mobilisé, que la fréquence de mise à jour soit très importante et qu'on soit très granulaire dans les affectations, puisqu'on est sur l'individu ou l'équipe, le plan de charge court terme, c'est ce qui mobilise le plus d'efforts. C'est-à-dire que l'entreprise doit y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour être capable de maintenir un plan de charge opérationnel court terme à jour dans son organisation. Sur le moyen terme, on va plus avoir un effort un petit peu limité par rapport à ça, puisque la fréquence est moindre et le nombre d'acteurs concernés est moindre. Et évidemment, c'est la même chose sur le long terme. Donc, on voit bien ici qu'on a des gains, effectivement, qui sont posés par les plans de charge court terme, moyen terme et long terme. J'en ai déjà parlé quand je décrivais la temporalité. Mais néanmoins, il y a des efforts qui ne sont pas mis au même niveau dans les organisations. Donc, il y a une vraie question qui se pose derrière sur le ROI que peuvent avoir certains de ces processus en termes d'efforts à fournir versus les gains qu'on va en tirer derrière. Très probablement aussi en fonction de la maturité des organisations, Benjamin. Et juste en fonction bien sûr, et la maturité, oui, tu as raison. Ouais. Juste peut-être pour essayer de regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, un petit sondage qu'on propose de mettre en place. On vous pose une question, vous avez évidemment l'onglet sondage, le petit icône de sondage à droite qui vous permet de répondre. C'est essayer de comprendre un petit peu quelles sont vos principales difficultés en termes de gestion de ressources aujourd'hui dans votre organisation. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est du court terme, plan de charge individuel? Est-ce que c'est du moyen terme, avec une gestion par centre de coût, par compétence ou par profil, par exemple? Ou est-ce que c'est plus une vision long terme pour regarder l'aspect rolling roadmap et l'aspect plan dont parlait Benjamin tout à l'heure, avec une vision très macroscopique, hein, des jours hommes tout simplement, sans forcément descendre à un niveau plus fin. Voilà. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre à ce sondage. Allez, 2-3 secondes. Et on enchaînera, Benjamin, parce qu'il nous reste 7-8 minutes sur le timing. Parfait. Je te laisse proposer le résultat du sondage. Tu m'interromps, Laurent, quand tu les as. OK ? Ouais. Donc, pour que ça fonctionne, tout ça, il y a un vrai sujet qui est central, qui est la culture de l'organisation, auprès de laquelle on souhaite mettre en place un dispositif de pilotage des ressources, et les pratiques qui existent en son sein. Ce qui est important de comprendre à ce niveau-là, c'est qu'une organisation qui a plusieurs dizaines ou centaines de personnes et qui a plusieurs métiers, nécessairement a différentes pratiques de gestion des ressources en son sein, et c'est illusoire de croire qu'on peut faire rentrer tout le monde dans un même moule commun avec une pratique uniforme. Donc, pour que ça fonctionne, il y a quelques bonnes pratiques. Sur le court terme, il y a un premier sujet, sur le moyen terme et le long terme aussi d'ailleurs, qui est de mettre en place des rituels. Il y a une question d'outils, je vais y revenir après, mais il y a d'abord une question de rituels à mettre en place. Et il faut accepter dans une organisation de libérer du temps aux opérationnels pour qu'ils aient le temps de se poser
par rapport à leurs activités, de prendre un petit peu de recul, de synchroniser avec les équipes pour mettre en place des informations pertinentes relatives au plan de charge de leurs collaborateurs sur leurs activités. Quand on est sur le moyen terme, ces rituels, qui ne sont pas forcément des réunions de staffing, mais s'inscrivent plus dans ce qu'on retrouve derrière les termes de PI planning, là c'est ce que je mets, PIP à l'écran, ou de release planning day. En gros, c'est des rituels d'entreprise où les collaborateurs vont échanger les uns avec les autres pour comprendre ce que chacun doit délivrer sur quelques mois glissants et comprendre les grandes dépendances qui existent entre eux, notamment des dépendances capacitaires, c'est-à-dire sur le fait que certaines ressources critiques ou rares vont être mobilisées sur d'autres sujets alors que certains projets pourront en avoir besoin. Et sur le long terme, on va avoir des rituels de type rolling roadmap, roadmap glissante, construction de plan projet avec des réarbitrages et des priorisations qui doivent être faites à la fois sur les moyens qui sont octroyés pour financer les projets, mais sur les ressources qui y sont allouées également. Donc un premier sujet pour que ça fonctionne, qui est autour de l'animation et des rituels. Deuxième point qui est important, c'est que évidemment, ce qu'on met en place, il faut que ce soit cohérent avec les pratiques opérationnelles. Il n'y a pas de pratique unique. Un exploitant dans une DSI n'a pas la même pratique de gestion de ressources qu'une équipe qui est organisée en mode agile, qui elle est en capacité fixe, qui n'a pas elle-même le même fonctionnement qu'un projet de transformation qui va être piloté en mode plus traditionnel, en mode cycle V. Donc, ce qui est important ici, c'est quand on s'intéresse à l'outillage, croire qu'on va mettre un outil qui va adresser l'ensemble de ces pratiques-là, c'est illusoire, ça marche nulle part. Il faut bien laisser les acteurs s'approprier les outils opérationnels qui font sens par rapport à leur métier, tant que ça ne répond pas à un enjeu de gouvernance globale. Et je vais y revenir sur le long terme juste après, mais tant que ça répond à des enjeux de staffing opérationnel sur le court terme, l'important, c'est de laisser les équipes trouver les outils qui leur vont bien. On peut être prescripteur et leur proposer des boîtes à outils, mais il faut leur laisser cette intelligence-là et cette autonomie-là. Deuxième élément qui est important, quand on rentre sur le moyen et le long terme, il va y avoir un sujet de priorisation des activités par la valeur, des engagements qui sont à délivrer, par la capacité à faire des équipes et par les dépendances qui existent en leur sein sur le moyen terme. Sur le long terme, en gestion de ressources, pareil, en bonne pratique, on priorise par rapport à la valeur toujours et par rapport à la capacité globale de l'organisation à, je dirais, staffer ce qui doit être staffé pour répondre aux enjeux et aux demandes qui sont émises par les métiers et les clients. Un petit point, on oublie les diagrammes de type Gantt, tous ces outils-là qui stigmatisent un peu la gestion de projet et qui les font rentrer dans un cadre qui est la planification détaillée. Ça n'a évidemment pas lieu d'être, ça ne fonctionne nulle part quand on le prend à l'échelle d'une entreprise. Ça peut être utile pour certains projets, c'est indiscutable, mais néanmoins, c'est évidemment pas par une logique de planification très détaillée de type Gantt qu'on répond à ce type d'enjeu pour des organisations que j'ai citées en introduction tout à l'heure. Et dernier point, ici sur le long terme, qui est très important, c'est que là, c'est un enjeu de gouvernance de l'entreprise. Et là, on peut être dans une démarche qui est plus contraignante, où on va obliger les utilisateurs à renseigner les informations parce que ça répond à un enjeu de pilotage de l'organisation dans sa globalité. Sujet qui est tendu par rapport à tout ce que je raconte là, mais qui est évidemment essentiel, c'est que sans accompagnement fort de PMO d'entreprise pour entretenir une dynamique autour de tout ça, les dispositifs s'étiolent au fil du temps et c'est naturel. Donc, il y a un vrai effort qui n'est pas négligeable du tout d'entretien dans la durée de ces dispositifs pour les faire vivre, pour les améliorer en permanence. Et évidemment, il faut s'appuyer sur des outils collaboratifs, sur des outils de management visuel pour que les équipes soient en capacité de produire ces informations de pilotage autour des plans de charge de ressources. Laurent, je te repasse Merci, la main Benjamin. pour illustrer juste peut-être exemples. avant d'illustrer 2-3 captures d'écran d'un outil qui supporte en fait les éléments que vient de vous présenter Benjamin, vous donner les résultats du sondage. Globalement, 50% des gens sont intéressés par une préoccupation plutôt moyen terme avec une vision centre de coût, profil, compétences. 25% par une vision court terme et 25% par une vision long terme. Voilà. Et évidemment, remettez ça en regard en fait, de la jauge que vous a présenté Benjamin tout à l'heure et du positionnement du curseur effort-valeur que ça peut apporter de déployer des environnements de pilotage court terme, moyen terme, long terme. Juste pour amener un petit peu de concret par rapport à ce que vient d'illustrer Benjamin, on vous a extrait là, quelques captures de fonctionnalités de pilotage de gestion des ressources Triskel qui illustrent en fait sur ces différentes temporalités comment ça peut se représenter et quelle nature d'information ça peut apporter en termes d'analyse pour arbitrage. Je suis désolé de la capture d'écran, mais c'est Livestorm en fait qui doit dégrader probablement pour la retransmission la qualité des captures d'écran qui fait que c'est un tout petit peu flou. Mais en gros, là, ce qu'on illustre avec cette fonctionnalité de plan capacitaire,
c'est une vision moyen-long terme, plutôt long terme d'ailleurs, des besoins en ressources, des besoins de gestion en ressources sur différentes natures d'activités, des activités de maintenance, des activités récurrentes, des activités de build de type projet. Mais on regarde la capacité de l'organisation avec une vision sur la cible disponible. Ici, c'est une fenêtre de tir qui est au trimestre. Et puis derrière ça, la somme de tout ce que vous avez chargé dans votre simulation avec une ligne ici entre les deux qui vous affiche le delta. Évidemment, derrière ça, être capable de voir sous forme de tabulaire type Excel ou de regarder ça sous forme graphique. Voilà. Autre exemple de simulation qui est aussi très utilisé par nos clients, c'est tout ce qui a trait à des simulations de type plan directeur. Ce n'est pas un Gantt, ce que vous avez à l'écran, c'est juste une agrégation macroscopique des différentes activités dans votre portefeuille. Et derrière ça, vous mettez ça en regard en fait de votre disponibilité de ressources. Ici, c'est une analyse plus moyen terme avec une visibilité par centre de coût et par nature de ressources. Alors, j'ai mis moyen terme, long terme parce qu'évidemment, l'échelle des temps, elle est complètement étirable et vous allez pouvoir évidemment visualiser ça sur 3, 5 ans si ça vous intéresse. Autre exemple de fonctionnement, là, on est plus sur un aspect pilotage d'une équipe ou d'un département, donc être capable de définir un petit peu une vision plan capacitaire, on va dire moyen terme, long terme, d'une équipe de ressources, évidemment agrégée sur une maille centre de coût typologie de ressources. Ici, on gère des managers, des programmeurs, des analystes, des exécutifs par centre de coût, mais peu importe. Et ce qui est important de visualiser, c'est que rapidement, on est capable de mettre en exergue des goulots d'étranglement sur une maille, évidemment, profil centre de coût sur une maille trimestre. Et peut-être dernière ou avant-dernière illustration, sur une maille là, vraiment du court terme, être capable de staffer à la semaine, enfin en day-to-day ou en week-to-week, vos collaborateurs sur vos activités. Ici, vous voyez un plan de charge équipe avec des collaborateurs, Flavie, Héloïse, etc., qui sont staffés sur des activités. En l'occurrence, ici, vous avez plusieurs natures d'activités. Vous avez du projet, vous avez des demandes métiers et vous avez également des activités produits qui apparaissent comme Amaltea, ici, c'est un produit. Et vous avez dans un management visuel, en fait, des fonctionnalités d'affectation de ressources, des couleurs, entre guillemets, représentant le workflow qu'on est capable de mettre en place, en fait, entre un chef de projet, par exemple, qui demande des ressources génériques et un manager de ressources qui pourrait potentiellement lui affecter une ou plusieurs ressources nominatives en réponse à sa demande et la couleur matérialise est-ce que c'est demandé, est-ce que c'est validé, etc., etc. Voilà, donc là, différentes fonctionnalités pour outiller différentes temporalités, les différentes temporalités que vous présentez en termes de gestion de ressources, Benjamin. Peut-être passer un petit peu au-delà de l'outil à la démarche, Benjamin, pour rentrer dans cette démarche et avoir les bonnes pratiques d'implémentation. Je vais aller très vite, mais l'idée, c'est de vous partager pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour répondre à vos questions à la fin. Quelques étapes clés pour que vous puissiez vous-même construire une démarche pragmatique. Il y a une première phase d'analyse là que j'affiche à l'écran, où effectivement, vous devez prioriser les problématiques qui justifient du monitoring des plans de charge. On n'a pas les mêmes enjeux dans toutes les organisations. Certaines, et vous l'avez exprimé dans le sondage tout à l'heure, ont des enjeux plus à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Donc, il faut déjà mettre une priorité. On ne peut pas traiter de front l'ensemble de ces sujets. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'il s'agit d'évaluer et d'analyser les pratiques de gestion des plans de charge et des arbitrages. Donc, comprendre quels rituels existent dans votre organisation. Il y a quoi comme réunion, comme staff, comme meeting qui sont mis en place, qui sont de nature à évoquer la problématique de contention des ressources. Donc, vérifier ce qui marche pas ou ce qui manque. Faut regarder un petit peu évidemment les outils qui sont utilisés par les équipes. Alors désolé pour les acronymes, mais on a des outils de gestion de portefeuille de projet, du PPM, des outils de gestion de projet, de resource management, des Excel souvent, des Kanban, des Scrumban, enfin bon, voir quels outils existent et qui adressent ces enjeux-là. Et enfin, il faut identifier également la maille qui est requise par l'organisation, je dirais, pour gérer, se positionner sur la maille de compétences ou de profil générique. On peut travailler sur un référentiel de compétences ou de fonctions dans une organisation, mais il faut qu'on ait une liste qui soit suffisamment digeste et facile à appréhender pour les équipes et qu'en même temps, ça fasse sens par rapport au rôle et responsabilités des uns des autres pour avoir voilà, tout simplement une identification claire des compétences qu'on souhaite piloter en gestion des ressources. Une fois qu'on a fait ça, on travaille sur une cible.
Donc, il faut travailler sur une cible qu'on cherche à atteindre, à la fois une cible en termes d'animation, quel rituel on veut mettre en place, quels outils on veut mettre en place. Il faut tester ce dispositif sur un périmètre pilote et puis faire des ajustements. Il n'y a pas de vérité absolue. On aurait écrit un best-seller depuis si ça avait été aussi simple. Donc, c'est très lié à la culture et à la pratique, aux pratiques de l'entreprise qui est concernée. Donc, il faut le tester sur un premier périmètre pour ajuster. Il faut ensuite le tester dans le cadre d'un déploiement par vague, je dirais à d'autres populations, et là encore prendre des ajustements en compte. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, c'est important de faire un feedback, on prend un peu de recul pour s'interroger sur le ROI, c'est-à-dire le rapport entre l'effort pour produire ces informations-là, consenties par l'organisation, et la valeur que ça produit, c'est-à-dire quelles décisions on est susceptible de prendre et quels sont les impacts de ces décisions quand on les prend. Et on revient sur une cible d'ajustement, une boucle qui nous fait ajuster la cible, les rituels, l'outillage, et ainsi de suite. Et c'est une boucle d'amélioration continue qui, comme le soulignait dans le chat Bertrand, nécessite un accompagnement effectivement fort des équipes de PMO d'entreprise et de PMO tout court. Ouais. Bertrand qui a l'expérience sur la mise en place de ce type de dispositif, puisque c'est un de nos clients conjoints avec Benjamin, qui a implémenté Triscale depuis quelques années maintenant. Merci Bertrand pour le commentaire. Autre sondage qu'on vous propose, c'est essayer de voir un petit peu avec vous où est-ce que vous en êtes sur la gestion des ressources. Au-delà de ces temporalités que vous a présentées Benjamin tout à l'heure, c'est la gestion de ressources, c'est quoi pour vous dans votre organisation, évidemment. Première réponse, c'est le désert. J'en souffre, j'ai rien, j'ai pas d'outils, j'ai pas de process. Deuxième réponse, j'ai de l'Excel partout, mais c'est laborieux. Excel est mon meilleur ami. Troisième possibilité, j'ai un dispositif qui est relativement mature, mais qui pourrait encore s'améliorer. Et puis enfin, quatrième possibilité, je suis nature noire en gestion de ressources. Et là, vous n'avez pas besoin de nos aides, ni sur les aspects démarche, ni sur les aspects outillage. Je vous laisse toujours répondre dans le petit onglet sondage et on partagera ça tout de suite après. Je te propose, Benjamin, de passer à la conclusion. Alors, sur les bonnes pratiques, points de vigilance. Quelques bonnes pratiques que je souhaite partager avec vous ici et quelques points de vigilance. Avant de s'interroger sur les outils, il faut s'interroger sur les pratiques des équipes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous n'ont pas les mêmes pratiques et c'est tout à fait légitime au regard des métiers qu'on a au sein de nos organisations. Au sein même d'une DSI, on n'a pas les mêmes pratiques, comme je le disais tout à l'heure, pour reprendre cet exemple-là. Donc, on travaille sur les pratiques, on travaille sur les rituels. Qu'est-ce qu'on met en place en termes d'animation, puis, in fine, sur les outils. Deuxième recours que je peux faire, c'est que dans le doute, si vous avez une question que vous posez sur par quoi je dois commencer, je vous conseillerais toujours d'aller sur le plan de charge macro en priorité, le moyen ou le long terme, avant d'aller sur des plans de charge détaillés. Tout simplement parce que je pense que c'est à la fois là qu'on a le plus de gains pour une entreprise, puisqu'on peut prendre des décisions qui vont impacter de nombreux collaborateurs par anticipation, et en plus de ça, parce que c'est ce qui requiert le moins d'efforts. Dans les analyses que nous, on fait, c'est très clairement là qu'on a le plus fort ROI dans les entreprises. Troisième bonne pratique que je souhaite partager avec vous, c'est qu'il faut absolument décorréler le plan de charge macro, long terme, des plans de charge détaillés. Le détail ne va pas alimenter le macro. C'est un leurre de penser ça. Il y a tout un tas de chefs de projet, il y a tout un tas d'activités dans votre organisation sur lesquelles on n'est pas capable de savoir qui va travailler précisément au-delà de quelques semaines. Et c'est tout à fait normal. Parfois, vous ne savez même pas comment vous allez structurer votre projet. On vous demanderait de vous projeter à terminaison de ce projet-là sur qui va intervenir nominativement. Ça ne marche pas. Donc, il faut décorréler les deux. Le plan de charge nominatif, pareil, la reco qu'on fait, c'est de le limiter vraiment à quelques semaines, sauf sur des activités qui sont facilement prédictibles. Des activités de maintenance, des fois, elles sont prédictibles. Sur l'année, on peut lisser des charges. Mais de manière générale, il faut le limiter à quelques semaines. Ce qui est aussi un bon moyen de démarrer, c'est de circonscrire la gestion des ressources d'abord à certaines problématiques clés qu'on a dans l'organisation, notamment la mise sous contrôle des ressources rares ou des ressources critiques, sous certaines compétences, certaines équipes, avant de le généraliser. Il faut commencer petit là-dessus. Quand on parle d'outils, il faut partir sur des outillages qui soient relativement simples. On a pas mal d'outils où on peut mettre des workflows super élaborés avec des alertes dans tous les sens, des acceptations. Enfin, il ne faut pas croire qu'un outil, quel qu'il soit, de gestion de portefeuille ou autre, va se substituer au dialogue qui doit exister entre des acteurs opérationnels. C'est vraiment les rituels qui permettent d'identifier les problématiques et rarement les outils. Je ne dis pas qu'ils ne contribuent pas, évidemment, mais c'est avant tout une question de dialogue et d'échange avant d'être une question d'outil. Penser qu'un outil va régler les problèmes, c'est un leurre de le croire.
Il faut être dans un mécanisme d'amélioration continue. On essaye, on apprend et on ajuste. Ça, c'est évidemment une bonne approche. Et pour conclure, et avant que vous puissiez, qu'on puisse échanger et répondre à vos questions, il y a deux biais qui sont très importants qu'on observe et je veux les partager avec vous ici. C'est qu'on a souvent des clients qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des ressources, mettent également en place la saisie des temps passés pour mesurer en gros la pertinence des prévisions qui sont faites en les comparant à ce qu'ils observent dans les saisies de temps des collaborateurs. Le problème, c'est que quand on fait ça, alors c'est très bien, hein, ça requiert un certain niveau de maturité et ce qu'on appelle des analyses post-mortem, ça a du sens. Néanmoins, c'est souvent biaisé par des process budgétaires dans des entreprises où finalement les gens ne saisissent pas où ils travaillent, ce sur quoi ils travaillent réellement, mais ils saisissent souvent là où on leur demande de saisir, tout simplement parce qu'il ne faut pas dépasser des budgets, parce qu'ils sont à titre personnel ou au niveau de leur management incentivés sur le respect des enveloppes de build, de run, d'OPEX, de CAPEX, peu importe comment on les appelle, de budget de projet. Donc il y a un biais qui fait que la réalité des temps passés est discutable dans beaucoup d'organisations de par ces mécanismes d'incentive budgétaire. Le deuxième élément qui est pour moi très problématique et qui tue un petit peu la qualité de données là-dessus, c'est qu'on a souvent des systèmes de management, alors de moins en moins, je dois le reconnaître, mais qui, quand on a des écarts assez importants entre les prévisions qui sont faites par les opérationnels et ce qu'on constate dans le réalisé, dans ce qui a été réellement consommé, passe par des mécanismes de sanction. Voilà. Et cette sanction-là, elle tue la qualité de la donnée parce que le propre d'un outil de pilotage, le propre d'un dispositif, c'est de montrer des écarts pour traiter ces écarts et anticiper et changer, je dirais, ce qui va se produire dans les semaines ou les mois qui viennent. Or, quand on a une sanction qui peut tomber si on met en visibilité des écarts, bah, effectivement, les collaborateurs ne vont pas être enclins à montrer ces écarts et donc on va perdre l'essence même d'un système d'information décisionnel. Voilà Merci, ce que nous Benjamin. souhaitions partager avec vous aujourd'hui là-dessus. Et on peut rester quelques peut-être minutes avant de passer aux ouais. questions-réponses, parce qu'il y en a eu quelques-unes, féliciter déjà sur le résultat du sondage. Une personne, on a une ceinture noire en gestion de ressources, donc ça, je tiens à la féliciter personnellement, parce que c'est vraiment un process qui est souvent très difficile. Mais globalement, sur le résultat du sondage, on a quasiment 75% des participants qui ont répondu, en fait, qui valident le fait qu'Excel est leur meilleur ami pour le moment en termes de gestion de ressources. Voilà. Donc, à la fois des besoins autour du process de l'organisation, mais aussi des besoins en termes d'outillage, mais ça, on pourra en reparler. Questions qui sont posées, Benjamin. Il y a une question autour de Jira. Notamment, alors c'est à mon avis, bon, pas forcément complètement en dehors de la gestion des ressources, mais est-ce que Triskel est en stand-alone ou est-ce qu'il est intégrable avec d'autres outils? Alors, je peux peut-être répondre, hein, puisque oui, on a souvent chez nos clients un couple Triskel plus Jira. Triskel pour l'aspect pilotage, on va dire plus tête haute, et dans certaines organisations, Jira pour l'aspect pilotage opérationnel. Donc, on a des connecteurs qui permettent de connecter, d'intégrer les deux services, oui, tout à fait. Et il est logique, juste pour compléter, que vous ayez différents outils opérationnels, alors pas forcément pour le plan de charge, mais pour la gestion opérationnelle au sens large, qui adressent encore une fois des enjeux particuliers des équipes, et notamment les équipes agiles qu'elles utilisent Jira, ça fait sens. Et effectivement, ça peut complètement être intégré avec des solutions de pilotage plus chapeau qui vont agréger certaines de ces informations-là. Une autre question qui concerne la gestion des demandes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable d'intégrer? Oui, effectivement, la gestion des demandes fait partie, entre guillemets, du périmètre de pilotage. Quand on parle de pilotage au sens large dans Triskel, ça intègre le pilotage du build, du run, des projets, des activités récurrentes. Ça intègre la collecte des demandes. Et vous avez besoin de l'exhaustivité de cette information pour gérer un plan de ressources, hein, pour construire un plan de ressources, évidemment. Avec du scoring, tout à fait. Je ne crois pas avoir vu d'autres questions qui nous concerneraient, excepté sur comment accéder au replay. Il est disponible dans la Live Store, mais vous avez tous les accès aujourd'hui. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait qui arrivent. Je vous propose de conclure ce webinaire, de vous remercier évidemment pour votre participation. N'hésitez pas à regarder le webinaire et puis derrière ça, on se fera un plaisir de répondre à d'autres questions si elles arrivent. Vous aurez au travers de la présentation, d'ailleurs, au travers du sondage, vous pouvez dire si vous souhaitez recevoir les transparents.
pour avoir évidemment nos adresses mail et nos numéros de téléphone pour échanger plus longuement. Il y a un petit Merci beaucoup, sondage qui a été Benjamin. créé à cet effet. Ouais. Merci à tous pour votre Ouais. participation et à votre disposition pour échanger pour ceux qui ont des sujets autour de la gestion des ressources. N'hésitez pas à répondre dans le Merci à sondage si tous. vous souhaitez recevoir le support. Bonne journée à Merci, au tous. revoir. Au revoir.